Bonjour, cours sur le travail. Introduction. Je commence l'introduction par un petit florilège d'expressions courantes de la langue française comportant le mot travail. Nous connaissons l'idée d'un travail manuel ou alors d'un travail intellectuel, d'un travail à la chaîne, d'un travail qui peut être parcellaire, de se tuer au travail, de l'expression qui dit que le travail c'est la santé, ou tout travail mérite salaire, ou perdre sa vie en la gagnant. On parle aussi, de manière plus littéraire, des 12 travaux d'Hercule, ou du travail de Romain, pour désigner un travail de grande ampleur, déployant beaucoup de technicité et de savoir-faire. On parle du travail de bénédictin, euh, travail d'études, des textes ou d'écriture. On parle aussi d'un travail de galérien. On peut dire aussi un beau travail. Il est question aussi de monde du travail, de droit au travail, de droit du travail, d'être sans travail, mais de manière peut-être plus inattendue, d'un bois, celui d'une guitare par exemple, d'un bois qui travaille, qui se transforme, qui n'a pas fini finalement de trouver sa forme définitive. Mais on parle aussi, pour ce qui est des femmes, du travail de l'accouchement, c'est-à-dire des euh, contractions, de la souffrance qui précède l'accouchement et sans laquelle aucune vie ne verrait le jour. Euh, il est question aussi, pour ce qui est des mots, d'une origine latine, tripalium, qui désignait dans l'Antiquité un instrument de torture. Il était concrètement, c'est un appareil à 3 pieds destiné à maintenir fermement attachés les chevaux pendant qu'on les ferrait et qui ensuite pouvait servir les hommes, qui pouvait servir à attacher les hommes que l'on torturait. Ce mot tripalium inspire une série contemporaine diffusée sur Arte il y a quelque temps qui s'appelait Trépalium, où on entend à la fois le trépas, la mort, mais aussi tripalium, le travail, une fiction d'anticipation où 80% des hommes sur Terre n'ont pas de travail. Donc on a donc ce mot français avec cette origine un petit peu lourde, désignant la souffrance, la torture, la privation de liberté, une forme de perte de soi. Et puis, on peut aussi s'apercevoir, si on fait le lien entre toutes ces expressions, que tantôt le travail est associé à la souffrance, tantôt il semble porteur de quelque chose de grandiose, de louable, d'une beauté, d'une culture, d'un savoir. On s'aperçoit donc en réalité que le mot de travail recouvre d'entrée une ambivalence, une double valeur, à la fois, et qui sera bien sûr au cœur de la problématique en philosophie, puisqu'on peut voir en lui ce par quoi l'homme s'inscrit dans le monde de manière vivante, de manière spirituelle, et du coup comme une forme essentielle de l'expression de notre humanité, mais on peut aussi voir en lui quelque chose non seulement d'éprouvant, mais de menaçant notre propre dignité et notre propre humanité. Il me semble qu'on peut, une fois qu'on a à l'esprit cette ambivalence, faire un petit saut avant de découvrir les textes de philo, un saut en direction d'un texte que certains connaissent, à savoir Mélancolia de Victor Hugo, écrit à la moitié du XIXe siècle, dans lequel l'écrivain euh,
dresse un portrait très très triste du travail des enfants. Et dans ce poème, il dit que le travail des enfants est à la fois une offense à l'enfance, une offense, pardon, à l'enfance même, qui est plutôt vouée à l'apprentissage, à la lecture, à la formation d'une âme. Mais c'est aussi, ce travail des enfants, une offense même au travail. Donc dans ce poème, on a une sorte de leçon philosophique, c'est que certaines formes de travail, ici celui des enfants dans les fabriques du 19e, sont une offense faite à l'homme, une destruction faite à l'homme, mais détruisent même l'essence du travail, ce que le travail devrait être sans être déprécié. Et du coup, on peut un tout petit peu revenir au vocabulaire et s'apercevoir que dans certaines des expressions qu'on a employées, euh, perdre sa vie en la gagnant, gagner sa vie, être au travail, dans certains cas, ces expressions signifient que nous avons un emploi, que nous avons un gagne-pain, que nous avons un job et que nous sommes employés à une tâche. Et dans ces cas-là, il y a une sorte de trouble, puisque ceux qui valorisent le travail comme une voie vers l'humanisation, vers la liberté de l'homme, et comme une expression de la culture, euh, ne signifie pas, ne précise pas forcément s'ils entendent par travail le déploiement de certains savoir-faire, de certaines techniques, ou alors la remise en cause d'un certain nombre de savoir-faire, ou s'ils veulent simplement dire une tâche productive liée à la satisfaction des besoins. Alors, on peut aussi, dans cette démarche introductive, s'appuyer sur des supports un petit peu simples. Par exemple, dans le domaine de la peinture, vous avez un peintre qui s'appelle Caillebotte, C-A-I-2-L-E-B-O-T, ou 2T, je ne sais plus, qui s'appelle Les Raboteurs, où il décrit des hommes au corps musclé, en train de poncer un parquet de bois. Et là, il y a une description assez objective et il semble que on y décèle la beauté du geste, leur efficacité, leur aptitude à transformer une matière brute, ce sol, ce bois un petit peu impur, en un bois lisse qui est travaillé donc. Mais il y a aussi à la même époque un autre peintre qui s'appelle Degas, qui avait peint les danseuses classiques en bleu, mais qui a peint aussi une repasseuse qui croule sous le travail et qui a à côté d'elle une bouteille dont on peut deviner qu'elle est remplie d'alcool. Donc deux portraits contemporains où il est question aussi du travail, mais tantôt sous sa forme humanisante, comme le disait Hugo, culture de soi, culture de la matière, tantôt, mais aussi dans un autre domaine, ce tableau de Degas qui montre une femme aliénée, une femme qui souffre, qui vit dans la misère. Et du coup, moi, il me semble qu'on pourra voir si la citation d'un philosophe qui s'appelle Mounier est valable. Si elle est porteuse, il disait que le travail travaille en même temps à faire un homme, en même temps qu'il fait une chose. Cette citation voulait dire que le travail en lui-même, bien sûr, élabore des objets, transforme un sol aride en sol cultivé, fabrique un objet, mais il fabrique l'homme lui-même, il lui permet de développer ce dont il est porteur en termes de savoir-faire et de qualité d'esprit.
Donc cette phrase, on peut vraiment se demander si elle est euh, valide, si elle est complètement illusoire. Euh, et je pense qu'il faudra avoir à l'esprit que toute réflexion solide sur le travail doit à la fois s'appuyer sur des bases historiques, mais aussi juridiques, parce qu'on ne peut pas raisonner sur le travail en le déconnectant de toute perspective de politique, c'est-à-dire comment la loi encadre la durée de travail, le salaire, les conditions de santé, les conditions d'hygiène dans le cadre du travail. Et on peut avoir à l'esprit justement cet ancrage du travail dans plusieurs dynamiques. Je vais dans un premier temps parcourir, grâce à des divers textes, l'idée que le travail, il peut être considéré comme une donnée anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire une donnée anthropologique? Je vais dire en fait que là où il y a homme, il y a la présence du travail. Et on va essayer de voir réellement pourquoi. Euh, première partie, le travail comme dimension humaine, comme donnée anthropologique. Et dans un deuxième temps, j'examinerai les deux dimensions du, euh, de la question en essayant de voir sous quelle forme le travail est humain.